Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette autre édition du 19h45 sur la télévision du monde. Voici les titres pour le journal de ce soir. En fait de société, le service est paralysé depuis ce lundi 15 mars 2021 au chantier naval et industriel du Cameroun. Le personnel de cette structure étatique observe un arrêt de travail pour dénoncer le malaise qui prévaut depuis quelque temps au sein de cette entreprise. Les détails dans un instant. Une dizaine d'élèves interpellés à Yaoundé ce week-end par la police nationale. La scène de leur interpellation a été filmée puis mise en ligne sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus. Une douzaine d'élèves interpellés ce week-end par la police nationale. La scène de leur interpellation a été filmée, enregistrée et diffusée sur les différents réseaux sociaux. À ces jeunes élèves de la capitale du Cameroun, il serait reproché des pratiques obscènes. C'est un reportage que nous propose Frédéric Moutonnet. Cette vidéo fait le tour de la toile depuis ce week-end. Une vidéo présentant une opération d'interpellation de la police nationale. L'opération, qui semble être menée à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, met en exergue des jeunes filles et jeunes garçons, tous élèves d'un établissement secondaire général de la ville aux 7 collines. Suite à une dénonciation d'un riverain, ces jeunes élèves de notre genre auraient séché les cours et seraient livrés à des pratiques sexuelles peu orthodoxes. Loin d'avoir le fin mot de l'histoire, des éléments de la police nationale vont conduire ces jeunes interpellés au poste de police pour une exploitation minutieuse. Peut-être une autre affaire d'élèves pris en flagrant délit d'actes pornographiques dans un environnement déjà émaillé de plusieurs affaires de vidéos obscènes mettant en scène des élèves des lycées et collèges du Triangle national. Seule l'enquête ouverte à cet effet nous donnera plus de précisions sur l'interpellation de ces jeunes, élèves ou non, pornographes présumés dans notre genre, ou simplement membres actifs ou passifs d'un réseau présumé de proxénètes. En fait de société, à présent, le service est paralysé depuis ce lundi 15 mars 2021 au chantier naval et industriel du Cameroun. Le personnel de cette structure étatique observe un arrêt de travail afin de dénoncer les malaises qui prévaut au sein de cette entreprise. Au sein de cette entreprise, entre salaires impayés, pas d'assurance maladie, les employés appellent au tribunal compétent pour répondre de cette affaire. C'est un reportage de Jean-Germain Lieutenant. C'est une journée morte ce lundi 15 mars 2021 au chantier naval et industriel du Cameroun, arborant un brassard noir sur le bras gauche, synonyme de la tristesse qui règne. Le personnel de cette structure étatique observe un arrêt de travail pour réclamer ce qui leur est dû. Ce préavis pose les revendications ou les droits du personnel, à savoir
le paiement de 3 mois d'arrêt, de salaire, c'est-à-dire que le 13e mois, le mois de janvier, le mois de février. Mais néanmoins, le salaire de janvier est déjà payé. Donc nous avons le 13e mois qui reste, le mois de janvier. Nous avons les aérés qui datent depuis 2010, les aérés de primes, c'est-à-dire que technicité, ça aussi le risque. Nous avons le droit de travailleurs, de retraités. Il faut vous dire que depuis qu'ils sont allés arrêter, depuis 6 mois, ils n'ont pas encore eu leur dû. Nous avons aussi le non-reversement des cotisations syndicales, de retenues syndicales. Personne dans notre société peut dire qu'il est stable. Parce que depuis 13 ans, nous vivons de retard de salaire en retard de salaire. Il y a ceux qui meurent parce qu'il n'y a pas d'assurance maladie depuis près de 10 ans. Une société d'État, nous n'avons pas d'assurance maladie depuis près de 10 ans. Il y a des gens qui meurent, ils meurent tous les jours. Il y a même le dernier qui est mort dernièrement là. Vous voulez qu'on vive comment? On ne peut pas vivre, nous sommes déjà presque morts. Le père de famille, depuis plus de 10 ans, nous vivons précairement. C'est dans la précarité que nous vivons. Ces employés en colère du chantier naval et industriel du Cameroun, issus de différents syndicats des travailleurs, exigent par ailleurs et sans délai le départ de certains responsables, y compris les retraités, encore en fonction. Donc, pour aujourd'hui là, le préavis de grève a été déposé il y a longtemps parce que nous réclamons notre 13e mois. Le salaire du courant, parce qu'il court entre décembre et janvier. En tout cas, nous n'avons pas de salaire depuis janvier jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que nous réclamons. Et maintenant, le départ aussi imminent de tous les retraités qui sont dans la société. Parce qu'on ne peut pas dire que la société a des problèmes et on emploie toujours les retraités. Pourtant, il y a les jeunes qui veulent travailler. C'est ça, nos principales réclamations. Un autre mouvement d'humeur au chantier naval et industriel du Cameroun, qui vient réveiller les vieux démons qui hantent cette entreprise depuis plus d'une dizaine d'années. Je peux rappeler la chronologie des faits. Nous sommes à 13 ans de restructuration. Donc ça fait 13 ans que nous sommes dans les problèmes depuis 2008. Foyendama a été arrêté en 8 mai 2008. Donc depuis ce temps-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en restructuration. On a eu une rencontre avec le docteur Gérard jeudi, suite à une tentative de conciliation. Mais malheureusement, sur les 6 points que nous avons réunis, nous n'avons obtenu qu'un seul, c'est-à-dire que le salaire du mois de janvier. C'est-à-dire qu'il faudra que sur 6 revendications, que 4 de moins soient acceptées par la direction générale. Là, on peut lever le mot de grève. Et au moment où nous allons sous presse, les représentants des employés grévistes étaient convoqués à l'inspection du travail et une autre réunion de crise avec toutes les parties était également prévue dans les services du préfet du Vouri. Le gouverneur de la région du littoral a présidé ce jour le lancement officiel de la campagne de sensibilisation autour des mesures barrières, pour faire face au coronavirus. Il en ressort que la ville de Douala est la région la plus touchée sur le plan national, conséquence d'un relâchement observé par la population. C'est un récit que nous propose Charles-Fils Sélane. Le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara Diboua, a présidé ce jour la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation et remobilisation des populations de la région dont il a le commandement dans le cadre du respect des mesures barrières. La dite cérémonie, qui a connu la participation des corps administratifs et traditionnels de la ville de Douala, avait pour point phare sensibiliser et doubler d'ardeur la campagne sur le respect des mesures barrières afin de refaire face au coronavirus devenu plus virulent qui aura réussi à mettre le littoral au premier rang du classement des contamination. Selon le rapport fait par la délégation régionale de la santé représentée par son délégué durant cette cérémonie qui s'est tenue au service du gouverneur, il en ressort que 4 personnes sur 10 meurent chaque semaine de Covid-19 dans le littoral. Des statistiques qui font froid au dos, mais une triste réalité, conséquence d'un relâchement observé par les populations qui continuent à jouer les incrédules face à cette maladie qui semble avoir doublé en dangerosité. La cérémonie de ce jour, qui a pour objectif remobiliser et attirer davantage l'attention des populations à travers des supports classiques et autres stratégies de sensibilisation et communication, tombait à point nommé en espérant être bien accueillis par ces populations cibles d'un virus qui ne dort plus.
La région du littoral est la ville la plus touchée sur le plan national. Un chiffre alarmant qui relève tout de même une réalité suite aux conséquences du relâchement observé chez les Camerounais. Pourtant, malgré cela, la population ne semble pas toujours prête à suivre l'ensemble des mesures barrières édictées par le gouvernement. C'est un reportage de Charles-Fils Elanguet. 4 personnes sur 10 meurent chaque semaine suite au coronavirus dans la région du littoral. Ces statistiques donnent des sueurs froides mais relèvent tout de même d'une triste réalité sortie d'un rapport lu ce jour à l'occasion de la cérémonie de lancement officiel de la campagne de sensibilisation et remobilisation des populations face au coronavirus. Par ailleurs, il en ressort que la région du littoral occupe le premier rang national sur le classement des contaminations à coronavirus. On l'aura compris, le coronavirus est bien installé dans la cité capitale suite au relâchement des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage permanent des mains et la distanciation sociale. Le gouverneur de la région du littoral qui a présidé le lancement officiel de cette nouvelle campagne se fera-t-il entendre afin de sauver ces populations dont il a la responsabilité? Et ces dernières tendront-elles une oreille à cette nouvelle campagne? La réponse sur le terrain laissera naître des opinions divergentes qui laisseront ici chacune surfer sur sa vague. Vraiment, à part qu'on entende ce que disent ces autorités, on dit c'est plus dur, c'est plus... Qu'est-ce qui nous prouve cela? Il n'y a rien à la preuve. Ce n'est que comme une parole d'évangile. Et toujours certains gens meurent de leur propre mort. On accuse le corona. Moi, je ne sais vraiment pas ce que veut dire le corona. Oui, moi, je ne sais pas. Par rapport donc à cette sensibilisation de la COVID-19, la lutte contre la COVID-19, il faudrait que l'État remette encore en place, n'est-ce pas, le point d'eau pour laver les mains avec le savon. Même dans les bureaux administratifs, même aujourd'hui, quand quelqu'un entre, il n'y a même pas, il n'est plus comme avant. Donc, quand eux-mêmes, nos chefs hiérarchiques, nous rappellent comment faire les mesures barrières. Eux-mêmes aussi doivent se rendre compte que les bureaux administratifs n'ont pas de l'eau, n'ont pas du savon, n'ont pas de gel. Et ça, personne ne va respecter. Il faut la réflexion par rapport à tout ça. C'est si il y a pas comme la réflexion, c'est tout comme la politique de l'heure. Là, celui qui mieux même de donner ce système que c'est qu'on va s'en cacher, on lui fait payer la main. C'est comme ça. Sinon, ça sera toujours pareil. Tout compte fait, le coronavirus plane et sévit avec une dangerosité extrême. Reprendre avec les mesures barrières reste pour le moment l'idéal pour faire une barrière contre la pandémie du siècle. Lutte contre la Covid-19, les autorités administratives et municipales de Mbongue dans la région du Sud-Ouest viennent de mener une vaste campagne de sensibilisation de proximité auprès des populations dans le but de les appeler au respect des mesures barrières pour lutter contre la pandémie. Plus de détails avec Zobel Apollinaire Bon. Cette campagne de sensibilisation s'inscrit dans le cadre des mesures barrières mises en place par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement camerounais et réitérée par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, lors de son récent discours de fin d'année à la nation. La caravane du préfet de Mbongue, qui avait dans sa suite les autorités administratives et municipales ainsi que les agents de sécurité, est allée à la rencontre des commerçants au marché de Mbongue Marumba. Ces derniers ont été informés de la résurgence de la pandémie dévastatrice du Covid-19 et des mesures préventives à respecter, notamment le port obligatoire des masques faciaux, la mise en place des seaux et des robinets à leur lieu de travail pour le lavage des mains à l'eau coulante et au savon, l'utilisation de désinfectants pour les mains, mais surtout le respect de la distanciation sociale. Ceux des commerçants qui ne respectaient pas déjà ces mesures ont été rappelés à l'ordre. Au parc automobile, les conducteurs de véhicules de tourisme et des camions ont également été informés de ces différentes mesures barrières. Les autorités administratives descendues sur les lieux ont également rappelé la mesure du ministre des Transports en ce qui concerne la surcharge dans les véhicules. Il a également été demandé à ces chauffeurs d'exiger à tous leurs passagers
le port du masque facial. Cette descente a fortement été saluée par les populations du département de Mbangé qui partagent leur proximité avec le Nigeria voisin. En politique à présent, le SDF demande à son premier vice-président de retirer sa signature contre les sénateurs américains. C'est l'une des résolutions majeures du comité exécutif national réuni ce week-end du côté de Yaoundé. C'est un récit de Patrick Ngouagnan. Le Social Democratic Front demande à Joshua Oshie de retirer sa signature contre les sénateurs américains. C'est l'une des résolutions phares à retenir du comité exécutif du SDF tenu samedi dernier 13 mars à Yaoundé. C'est un coup politique très dur pour l'honorable Joshua Oshie, premier vice-président du Social Democratic Front. Réuni ce samedi 13 mars 2021 à Yaoundé, le temps d'une réunion du comité exécutif national, le parti a pris une position ferme vis-à-vis de ce militant. La réunion était présidée par Ni John Frundi, président national du SDF. Le NEC invite Joshua Oshie à se désolidariser des récentes notes signées adressées aux sénateurs américains. On se souvient que la signature de l'ancien candidat malheureux à la présidentielle d'octobre 2018 au Cameroun figurait en bas d'un document signé par 63 députés camerounais qui indiquait aux sénateurs américains que la souveraineté du Cameroun est non négociable en ce qui concerne la crise anglophone. Ces députés invitaient aussi au rapatriement de certains activistes qui vivent aux États-Unis. Joshua Oshie n'a pas encore fait une sortie officielle après cette résolution de son parti. Comme autre résolution de cette rencontre de Yaoundé, le SDF condamne la mauvaise gestion de la crise sanitaire du coronavirus. Le Cameroun, de concert avec la communauté internationale, célèbre ce lundi 15 mars 2021 la journée mondiale des droits des consommateurs. Une journée qui se célèbre dans un contexte où les marchés camerounais sont bondés de produits contrefaits. C'est un récit que nous propose Jean-Germain Leclerc. La récente fermeture d'une entreprise à Douala, dont la vidéo, devenue virale, laissait entrevoir le conditionnement archaïque d'une eau dite minérale, la saisie et la destruction des produits contrefaits par les autorités démontrent à suffisance que les consommateurs sont exposés au quotidien à toutes sortes de maladies, pour ne pas dire à la mort. Au Cameroun, il ne se passe plus un mois, voire même 2 semaines, sans que l'on apprenne qu'une importante cargaison de faux médicaments ou encore qu'un important stock de boissons gazeuses, vins, spiritueux et autres produits laitiers, cosmétiques et alimentaires d'origine douteuse ont été saisis dans notre pays. Des produits contrefaits qui inondent le marché. Le phénomène est de plus en plus grandissant. Le ministère du Commerce, plusieurs autres départements ministériels, ainsi que des partenaires que sont les organisations de défense des droits des consommateurs, ne baissent pas la garde et veillent au grain. À côté du démantèlement de ces vastes réseaux de trafiquants, la saisie et la destruction des actions de sensibilisation et de formation sont également menées afin de garantir aux consommateurs des produits de bonne qualité sur le marché. Et s'il est vrai qu'éradiquer d'un seul coup de baguette magique ce phénomène qui se veut permanent relève de l'utopie, mais le combat acharné contre ce tueur silencieux nous interpelle tous et chacun. Il faut à tout prix et à tous les prix séparer le bon grain de l'ivraie. La 29e promotion du Collège de la Défense nationale nigériane était en voyage d'études au Cameroun sous le thème « Une évaluation numérique dans le développement du Cameroun ». Cette visite s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens de coopération entre le Cameroun et le Nigeria. C'est un récit d'Amam Brice Ngoma et d'Elvis Ngwe.
Il s'agit d'une équipe de 33 membres, comprenant des officiers de l'armée nigérienne, de la marine, de la police, de l'armée de l'air, des douaniers, des membres de la commission du crime économique et financier et du personnel de soutien du collège visiteur, en présence du représentant du ministre délégué en charge de la défense et de l'attaché de défense auprès du haut-commissaire du Nigeria au Cameroun. Cette rencontre était l'occasion côté camerounais de présenter le rôle que joue le numérique dans la modernisation du Cameroun. Ce que nous avons donc comme petite expérience pourrait également leur permettre d'avoir une bonne idée de ce qui a été fait ici et peut-être pourquoi pas d'améliorer cette idée au Nigeria. Et nous sommes prêts à leur apporter davantage d'informations pour que cette expérience soit mieux implémentée encore au Nigeria. Et nous sommes prêts, comme je l'ai dit, à envoyer une délégation au Nigeria afin que cette délégation leur apporte quelques éléments concrets de ce qui a été fait ici. L'expérience du Cameroun a été grandement saluée par le chef de la délégation de cette mission d'études de la 29e promotion de l'école de la défense nationale du Nigeria. Nous avons vu le travail et les résultats de la formation de nombreux ingénieurs de travaux informatiques et même du renforcement des capacités au sein de la communauté rurale. Tout ce que je peux dire, c'est qu'il s'agit d'une des étapes majeures vers le développement de l'économie numérique, car c'est le capital humain qui entoure tout système. Cette visite de travail est de la plus haute importance pour le Cameroun et le Nigeria, étant donné le rôle que joue l'économie numérique dans la plupart des économies au XXIe siècle. Parlons de sport à présent. Les matchs comptants pour la deuxième journée se sont déroulés ce week-end. Le point complet de ces différentes rencontres avec Moïse Baïf dans ce reportage. Bamboutos de Bouddha impose sa bonne entame de début de saison sportive. Les Mangwa Boys ont damé le pion à Eding Football Club de la Ligue 1-0 dans une partie riche en rebondissements. 6 points en 2 matchs disputés et leader de sa sous-poule. Le Tonnerre de Yaoundé a disposé de la Panthère sportive d'Undé pour son premier match en première division par la plus petite marge de score, 1-0. UMS de Loum et la Colombe d'Undja et Lobo se sont neutralisés 1 but partout, tout comme Union Sportive de Douala et Fauveau Club de Baram. Score vierge de 0 but partout entre Stade Renard de Mélan et Diko Football Club de Diko Banjoun. Coton Sport de Garoua s'est offert la peau de Yon Sport Academy de Bameda sur le score de 2-0. Avion Academy de Douala a étrié pour la circonstance Dragon Football Club de Yaoundé 3-0. APGS d'Info est venu à bout du canon sportif de Yaoundé sur le score de 3-2. Deuxième défaite consécutive des As Football Club de Douala face à New Star de Douala qui renouait avec les délices de la première division. PBVD de Bamenda et AS Fortuna font match nul, 1 but partout. Une journée marquée par des mouvements sur les bancs de touche. Guy Bertrand Diepnan de AS Fortuna de Yaoundé a décidé de jeter l'éponge. Eding Football Club de la Léquier aurait limogé son entraîneur Eya François. 19 buts ont été marqués pour 10 matchs disputés. Le nouveau patron de la Confédération africaine de football est en place depuis quelques jours. Son élection nous a amené à nous intéresser sur les différents chantiers qui attendent Patrice Motsepe. Zobel Apolinambo pour plus de détails. Élu le 12 mars dernier, le nouveau président de la Confédération africaine de football a de nouveaux challenges à relever pour sortir l'instance des multiples problèmes auxquels elle est confrontée ces dernières années. Il s'agit entre autres de la question d'éthique de ses membres, de l'assainissement et de la gestion des ressources financières, mais surtout de l'organisation des compétitions. Sous le règne de son prédécesseur Ahmad Ahmad, la Confédération africaine de football a présenté d'énormes manquements dans sa gestion, ce qui a d'ailleurs contraint les responsables confédéraux à recourir
à une intervention de la Fédération internationale de football association, a ainsi été pendant 6 mois placé sous la tutelle de la FIFA avec un contrôle assuré par la secrétaire générale de l'instance effective du football mondial, Fatma Samoura. Il s'agira donc pour le Sud-Africain de redorer le blason du football du continent à tous les niveaux. Mais le premier grand challenge qui attend Patrice Motsepe, c'est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 que va abriter le Cameroun. Toujours en sport football, Seydou Mbobo Dioya est le nouveau 4e vice-président de la CAF. Qui est-il? Quel est son parcours? Nous vous avons proposé cet élément de réponse par Zobel Apollinaire. Né le 9 août 1961 à Yaoundé, Seydou Mbobo Dioya obtient son baccalauréat de l'enseignement général série A4 au lycée Henri Bergon, option commerce international. De 1985 à 1987, il gravit les échelons international avec l'obtention des diplômes d'études supérieures d'EES à l'Institut libre d'études des relations internationales de Paris et se spécialise dans l'élaboration des programmes de développement de football, conception et implémentation des plans de suivi, évaluation pour des programmes et projets, animation et facilitation des réunions, des ateliers de formation, planification, doté d'une grande capacité d'analyse, d'animation, de coaching, d'accompagnement. En termes d'expérience en matière de football, Seydou Mbobo Dioya est président de la Fédération camerounaise de football depuis le 12 décembre 2013 jusqu'à nos jours. Membre de plein droit du comité exécutif de la Confédération africaine de football et désigné 4e vice-président de la Confédération africaine de football depuis le 12 mars 2021. Chef du projet GOAT FIFA Afrique centrale d'août 2014 à décembre 2016, membre du comité exécutif et président de la commission des compétitions internationales de la Fédération camerounaise de football de 1999 à 2014, deuxième vice-président de la Ligue de football professionnel du Cameroun de 2011 à 2013 et premier vice-président de la Fédération camerounaise de football en juin 2013. En définitive, c'est un féru du football qui est désormais 4e vice-président de la Confédération africaine de football qui a tissé sa toile sur le plan local et international. À l'international, à présent, tempête de sable et pollution à Pékin ce lundi. Ciel presque invisible. À Pékin, les habitants se sont réveillés dans une ville enveloppée d'un brouillard jaunâtre. Le brouillard est dû au sable en provenance du désert de Gobi. Ce type de tempête est fréquent au printemps dans le nord de la Chine. Mais cette année, le phénomène est aggravé par la pollution. La qualité de l'air est très dégradée. Dans la région de Pékin, le niveau des particules est 20 fois supérieur aux normes fixées par l'Organisation mondiale de la santé. Conseiller aux personnes souffrant de problèmes respiratoires de ne pas sortir de chez elles. L'aéroport de Pékin a aussi annulé la plupart de ses vols. La Chine a ces dernières années intensifié la lutte contre la pollution, mais de nombreuses ONG critiquent la déforestation massive en cours dans le nord du pays, une végétation qui participait notamment à freiner les tempêtes de sable. Toujours à l'international, guerre en Syrie, 3 ONG portent plainte contre des mercenaires russes. Juillet 2020, 33 Russes sont arrêtés avec fracas en Biélorussie. Selon Minsk, il s'agit de mercenaires agissant pour le compte de l'organisation russe Wagner. Un groupe militaire privé sans existence légale en Russie, mais dont la présence a été rapportée dans plusieurs pays, ici en rouge. Les mercenaires présumés contre lesquels 3 ONG ont porté plainte ce lundi feraient justement partie de cette organisation. Ils sont soupçonnés d'avoir torturé et décapité un supposé déserteur de l'armée syrienne en 2017 en Syrie. Cette plainte est importante car nous n'avons pas affaire à un seul crime mais à toute une chaîne d'impunité. Nous avons rassemblé un ensemble de documents, une déclaration du frère de l'homme assassiné, une traduction certifiée conforme de cette déclaration et des documents préparés par des avocats.
Le comité d'enquête, l'organe russe chargé des principales investigations criminelles, doit désormais décider de lancer ou non une procédure pénale. Interrogé, le porte-parole du Kremlin n'a pas souhaité commenter. Les ONG ne se font guère d'illusions. En ce qui concerne ce genre d'affaires en Russie, notre expérience montre qu'il est très dur d'aboutir à une enquête sur les meurtres, les disparitions forcées, etc. Une plainte avait déjà été déposée l'année dernière par le journal indépendant Novaya Gazeta. Elle était restée lettre morte. C'est ce journal d'opposition qui avait révélé la vidéo du meurtre en 2019. Un journal visé par une attaque ce lundi. Des substances chimiques inconnues ont été déversées devant ses locaux à Moscou. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur la télévision du monde.